Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeff et bienvenue sur la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, je vous parle de SkyTeam, un jeu collaboratif dans lequel vous essayerez avec votre partenaire de faire atterrir un avion de ligne un peu partout dans le monde. En bonus, je vous parle de l'extension Turbulence. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter les détails du jeu SkyTeam. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. SkyTeam est un jeu paru en 2023 et édité par Scorpion Masqué. C'est un jeu conçu par Luc Raymond, exclusivement pour 2 joueurs collaboratifs dont vous allez jouer ensemble. C'est un jeu dont les parties durent environ 20 minutes. Dans SkyTeam, vous allez rouler des dés et placer les dés sur le tableau de bord ici pour gérer différents indicateurs qui vont vous permettre de réussir votre approche sur la piste d'atterrissage que vous aurez choisie et vous allez devoir réussir à faire atterrir l'avion avec tout plein de conditions de façon sécuritaire pour vous assurer que les passagers arrivent à destination. Pour la mise en place, distribuez à chaque joueur un paravent ici, ainsi que les dés de la couleur. Le bleu sera pour le pilote et le jaune pour le copilote. Ensuite, mettez le tableau de bord au centre de la table entre les 2 joueurs. Arrangez-vous pour que le côté ici bleu soit du côté du pilote et le côté jaune soit du côté du copilote. L'axe ici entre les 2 joueurs. Vous allez ensuite placer chacun des indicateurs dans les cases de la bonne couleur, c'est indiqué. Donc, par exemple, l'indicateur ici du train d'atterrissage dans la zone bleue, la petite case bleue ici. L'indicateur pour les volets orange ici dans la zone orange et l'indicateur pour les freins dans la zone rouge ici en bas. Par la suite, vous allez mettre chacun des petits interrupteurs dans les indicateurs aux endroits prévus. Vous remarquerez que j'ai des indicateurs ici qui ont été imprimés en 3 dimensions en plastique, mais vous utiliserez les indicateurs en carton qui ont été offerts dans la boîte. Vous allez constituer une réserve avec les jetons café dans le bas du plateau. Vous allez placer une relance dans l'endroit prévu ici, comme ça ici, et vous allez mettre les autres relances dans la réserve. Vous allez placer les avions dans la réserve ainsi que le dé d'avion qui vous sera utile lors de certains scénarios. Par la suite, vous allez choisir une carte d'altitude selon la difficulté que vous voulez jouer. Par exemple, ici, on a jaune et vert, mais si vous voulez quelque chose de plus difficile, vous aurez rouge et noir. Éventuellement, après vos premières parties, vous allez tenter de jouer des parties plus difficiles. Vous allez placer ici, dans la zone du côté du copilote, pour qu'on voit dans le tableau indicateur l'altitude 6000 et vous allez remarquer qu'il y a un petit icône de relance ici. C'est ce qui vous indique de placer un jeton relance dans la zone des relances. Donc à chaque fois que la piste d'altitude va arriver comme c'est ici à une altitude où il y aura un jeton de relance, vous allez pouvoir en ajouter un dans la zone ici. Ces relances pourront être utilisées par les joueurs. Ensuite, vous allez choisir une piste d'atterrissage. Ici, par exemple, on a Yule à Montréal, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Il y en a évidemment, différentes sortes qui vont aller de plus facile vert à plus difficile jaune, rouge et même noir qui seront plus extrêmes. Mais pour votre première partie, on vous recommande évidemment de commencer avec la piste d'atterrissage Montréal-Trudeau, Yule, ici. Vous allez placer la carte pour que les nuages soient dans le tableau indicateur. Et à chaque endroit où vous allez voir une icône d'avion, vous allez placer un avion comme c'est ici sur la piste d'atterrissage. Ce sera votre travail de libérer la piste d'atterrissage avant d'arriver dans ces cases-là. Donc, on voit que la piste de Montréal est bien occupée aujourd'hui. Les autres avions vont rester dans la réserve. Et le dé noir, comme je disais, ne vous servira pas pour les premiers scénarios. Donc, on va souvent parler de la case correspondant au chiffre que vous allez avoir indiqué sur un dé. Eh bien, ici, sachez que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La piste d'attitude indique 2 choses. Elle indique le nombre de tours restants. Donc, on voit que la partie traditionnelle va se jouer en 7 manches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à chaque manche, le premier joueur va être inversé. Donc, on voit ici que le premier joueur sera le joueur bleu, le pilote, et le deuxième joueur, le joueur copilote, le joueur jaune, et ainsi de suite en alternance. Donc, à chaque fois que ça va descendre comme c'est ici, ça va vous indiquer qui sera le premier joueur de cette nouvelle manche. Il est très important de mettre tous les indicateurs à la valeur fermée, donc c'est-à-dire que la lumière doit être éteinte, comme c'est ici. Votre objectif sera évidemment de tous les allumer avant d'atterrir.
Il est aussi important de placer l'indicateur de l'axe ici dans la zone prévue à cet effet. La flèche blanche doit pointer la flèche noire et tout au long de la partie, l'axe risque de changer comme ça d'un côté ou de l'autre. Laissez dans la boîte tous les autres éléments que vous pourriez trouver, comme par exemple la jauge d'essence, l'entraînement du stagiaire, les vents et la piste gelée. Ces éléments-là vont vous servir seulement lorsque vous allez jouer dans des scénarios particuliers. Même chose pour Turbulence. Turbulence viendra ajouter des nouveaux scénarios pour vous rendre la vie plus difficile. Une fois que le setup est fait, la mise en place est complétée, vous êtes maintenant prêt à partir. Vous avez un carnet de vol ici qui va vous indiquer différentes missions. Donc, chacune des missions va être décrite ici et va rajouter de la difficulté. Au début, lors de votre première mission, vous n'aurez pas besoin du carnet de vol puisque dans les règles de base sont indiqués le placement pour le premier aéroport Montréal-Trudeau. Le jeu va se jouer en deux phases, la phase discussion, stratégie et lancer de dés, ainsi que la phase pose de dés. Il est très important de savoir que dans le jeu SkyTeam, vous allez pouvoir communiquer avec votre partenaire, qu'il soit pilote ou copilote, mais dans des périodes bien précises, c'est-à-dire dans la phase 1 du jeu. Vous allez pouvoir parler avec votre partenaire pour dire qu'est-ce que vous voulez faire pendant cette manche-là. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire. Par exemple, vous ne pouvez pas dire « place un 6 ici, place un 4 là », mais vous allez pouvoir dire « il faut contrôler la vitesse de l'avion, il faudrait sortir les trains d'atterrissage et donne-moi du café, je sens qu'on va en avoir besoin, des choses comme ça, il faut vider la piste ». Mais on ne va pas discuter de valeurs précises où est-ce qu'on veut jouer. Donc, tout ça se fait pendant la première phase. Quand vous allez avoir discuté, c'est terminé, vous ne parlez plus pour la deuxième partie de la manche, et à ce moment-là, chaque joueur va rouler les dés derrière son paravent pour que les valeurs soient bien cachées des autres joueurs, et ce sera les dés qui pourront être utilisés pendant cette phase. En commençant encore une fois par le joueur qui est indiqué dans le tableau ici de l'altitude, donc le joueur bleu, chaque joueur va venir placer un dé dans une zone permise, un à la fois. Ensuite, ce sera le deuxième joueur qui va placer un dé et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux joueurs aient placé leurs 4 dés sur le tableau indicateur. Il y a des règles à connaître lorsqu'on place les dés. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes de couleur et des contraintes de valeur. Les contraintes de couleur sont assez faciles à voir. Donc, un dé bleu pourra aller uniquement dans les zones qui sont bleues, ici, du côté du pilote généralement. Et les dés orange pourront aller uniquement du côté ou du copilote dans les zones qui sont en orangé. Vous allez voir qu'il y a certaines zones qui permettent de placer un dé de peu importe la couleur. Donc, les deux couleurs sont permises, bleu ou orange. Donc, ça ici, c'est permis pour donner du café à l'autre joueur. Il y a aussi une autre contrainte qui est une contrainte de valeur. Donc, certains endroits vont demander une valeur et une couleur spécifique. Ça pourrait être une valeur uniquement, mais généralement, ça va être valeur et couleur spécifique. Par exemple, ici, pour sortir le train d'atterrissage, le premier ici, je vais devoir absolument placer un 1 ou un 2 de couleur bleue. Donc, ça ici, c'est une valeur acceptable. La dernière contrainte est une contrainte de temporalité, c'est-à-dire que certains dés devront être placés dans un ordre bien précis. Par exemple, si on regarde du côté des volets, les volets vont être enclenchés par le copilote, donc c'est tous des dés oranges qui devront être placés dans ces zones. En plus, il y a une contrainte de valeur, donc 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 et 6, donc il faut respecter ça ici. Et en plus de ça, il y a une contrainte dans l'ordre dans lequel il faudra les placer. Donc, on voit ici qu'il y a des petites flèches blanches qui indiquent qu'on doit absolument commencer par ici pour terminer par ici. Donc, le premier dé qui devrait être placé devrait être, par exemple, un 2 ici. Par la suite, on pourra placer un 2 ou un 3 dans cette zone ici, par exemple, comme ça. Ça, c'est légal. Il y a une autre zone qui a une contrainte d'ordre chronologique dans lequel il faut placer les dés. C'est ici au niveau des freins. Le pilote sera la personne qui va enclencher les freins. Et on voit qu'il faut commencer avec le 2, ensuite le 4 et ensuite le 6. Donc avec les petites flèches blanches ici. Pour le reste, les dés pourront être placés dans l'ordre que vous voudrez. Il y a deux autres contraintes, en fait, deux autres endroits qui vont être contraignants que vous devrez absolument placer des dés dans la manche, c'est-à-dire pour contrôler l'axe et pour contrôler les réacteurs, donc la vitesse de l'avion. Vous avez 4 dés à placer dans une manche. 2 dés devront absolument être placés dans ces zones-ci. Donc, le pilote devra contrôler l'axe de son côté et le réacteur gauche de son côté, et le copilote devra aussi contrôler l'axe et le réacteur de son côté. Donc, on voit avec le petit point d'exclamation ici que ces deux zones devront absolument être remplies, avoir un dé à l'intérieur.
Sinon, évidemment, ce n'est pas légal, donc vous ne pourrez pas faire ça. Les deux autres dés, eux, pourront être placés n'importe où. Par contre, je rappelle que l'ordre dans lequel vous allez placer les dés n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas obligé de placer ces dés-là en premier. Ça peut être les derniers ou les premiers, peu importe. À tout moment, dans une manche, un joueur peut décider de dépenser un jeton relance pour relancer une partie ou l'ensemble de ses dés, mais aussi des dés de son partenaire. C'est-à-dire que lorsqu'une relance est dépensée, les deux joueurs peuvent décider de relancer ou non le nombre qu'ils désirent de leurs dés actuellement derrière leur paravent. Et vous pouvez faire cette action-là aussi souvent que vous avez des jetons relance. L'autre élément à savoir, c'est que pendant la partie, il sera possible d'assigner des dés dans la zone concentration ici au bas du tableau indicateur. Et les dés peuvent être de n'importe quelle valeur et de n'importe quelle couleur. Par exemple, le copilote pourrait assigner un 3 ici. À ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir mettre une tasse de café dans une petite zone ici prévue à cet effet. Et le café sera maintenant disponible pour les deux joueurs. Qu'est-ce que le café vient faire dans la partie? Eh bien, au moment d'assigner un dé, il sera possible de dépenser un jeton café, un ou plusieurs d'ailleurs, à la fois un jeton café pour venir changer la valeur du dé en faisant plus 1 ou moins 1 au dé. Donc, par exemple, ici, avec ce dé à 1, je pourrais augmenter la valeur à 2 en dépensant le jeton café qui retourne dans la réserve. Il pourra être replacé plus tard dans la zone de concentration. Il est important de noter aussi qu'il est impossible de passer de 1 à 6 ou de 6 à 1. Donc, on peut juste monter quand on est à 1 et on peut juste descendre lorsqu'on est à 6. Parlons maintenant des différentes zones. Qu'est-ce que chacune des zones fait dans la partie? Tout d'abord, on va parler de la radio ici, la zone qui va permettre de contacter la tour de contrôle pour libérer la piste des avions qui sont là. Donc, si à n'importe quel moment dans la partie, un avion venait qu'à être sur la piste ici, il faut descendre la piste d'atterrissage comme ça et l'avion n'a pas été libéré avant, ça veut dire qu'on rentre en collision avec un avion et on perd immédiatement la partie. Vous allez voir là, au long de l'explication, je vais vous présenter plusieurs aspects qui vont vous faire perdre automatiquement la partie. C'en est un. Donc, c'est très important de libérer la piste de contrôle. Comment on fait ça? Eh bien, chaque joueur peut contacter la piste de contrôle pour indiquer un endroit dans la piste où on voudrait libérer les avions. Par exemple, le copilote pourrait assigner un dé ici de valeur 3, ce qui voudrait dire qu'il indique à la tour de contrôle de libérer un avion dans la zone 3 de la piste d'atterrissage, qui est 1, 2, 3, cette zone-ci. Donc, cet avion-là serait libéré. Donc, on retire l'avion de la zone d'atterrissage qui libère la piste. Très important, à chaque fois que la piste bouge, eh bien, la valeur où se trouvent les avions change aussi. Par exemple, ici maintenant, ces avions-là qui étaient tout d'abord dans la zone 4, si on a avancé de 2, sont maintenant rendus dans la zone 2. Donc, avec un 2, je pourrais libérer un des avions qui se trouve sur la piste. Ensuite, le pilote aura la charge de sortir le train d'atterrissage, en fait les 3 trains d'atterrissage avec les valeurs bleues ici, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. L'ordre n'a pas d'importance. À ce moment-là, il va prendre un dé bleu de la valeur, il va le mettre dans une zone avec la valeur correspondante, par exemple ici 3 pour 3, 4, et le marqueur ici va changer de position, le voyant va s'allumer, le train d'atterrissage est maintenant déployé. Une fois que c'est fait, vous allez remarquer les petites lignes blanches ici qui s'en vont vers l'indicateur ici des trains d'atterrissage, le petit marqueur bleu ici qui va avancer d'une case comme c'est ici vers la droite. Ce qui va faire en sorte que la vitesse de l'avion, il y aura plus de résistance. Quand les trains d'atterrissage et les volets sortent, il y a plus de résistance à l'air. Donc, ça va prendre un peu plus de puissance au niveau des réacteurs pour réussir à faire avancer l'avion dans la manche. J'y reviens plus tard lorsque je vais parler des réacteurs. Mais dites-vous que lorsqu'on sort un train d'atterrissage, on allume le voyant et on fait avancer le marqueur correspondant. Même chose du côté du copilote. Le copilote devra ouvrir les volets ou fermer les volets. Je ne suis pas pilote d'avion, je ne suis pas certain le bon terme. Donc, pour ce faire, il va devoir, dans l'ordre, je rappelle, mettre des dés de la bonne valeur et de la bonne couleur dans la zone ici. Donc, par exemple, 1, 2 dans la zone 1, 2. Il va allumer le voyant comme c'est ici. Et vous voyez ici les mêmes petites lignes blanches qui se rendent jusqu'au marqueur ici qui devra avancer d'une case, le marqueur orange. Donc, hop, on l'avance de une case comme c'est ici. Et même principe, quand les volets s'ouvrent ou se ferment, eh bien, l'avion va avancer moins rapidement, donc ça va prendre plus de puissance au niveau des moteurs pour réussir à faire avancer l'avion.
Ensuite, il y a la zone de frein ici, la zone de freinage. Le pilote aura la charge d'appliquer les freins de l'appareil, donc toujours dans l'ordre 2, 4, 6 avec des valeurs paires. Par exemple, et dans l'ordre, hein, j'ai bien dit. Donc, si le pilote a un 2 bleu, il va pouvoir le placer ici, dans cette zone, allumer le voyant correspondant et encore une fois, on suit les lignes blanches et on voit que le marqueur rouge devra avancer d'une case et ce sera très important lorsque viendra le moment d'appliquer les freins finaux à la dernière manche de la partie lorsque vous serez sur la piste d'atterrissage et vous voudrez vraiment immobiliser l'appareil. J'y reviens plus tard. Comme j'expliquais tout à l'heure, n'importe quel moment, un joueur peut mettre n'importe quel dé ici pour ajouter une tasse de café dans la zone de concentration. Ce dé pourra être utilisé, cette tasse de café plutôt pourra être utilisée à tout moment par n'importe quel joueur pour ajuster la valeur de plus ou moins 1, la valeur du dé. Et ici, vous voyez que j'ai mis 3 dés sur le centre de commandement de l'avion. Eh bien, c'est pas correct parce qu'il y a 2 zones qui sont obligatoires, je le rappelle. Donc, le joueur n'aurait pas pu faire cette action-là. Il aurait fallu absolument placer les 2 dés restants ici dans les 2 zones obligatoires, soit l'axe de l'avion et le réacteur. Par exemple, le copilote pourrait placer ici un dé de valeur 6 dans le réacteur de droite. Et le joueur bleu, qui a placé lui aussi 3D, donc pas tout à fait légal, donc je reprends cette action-là, va pouvoir placer ici un dé de vitesse dans le réacteur gauche, donc c'est des choses obligatoires. Une fois que le deuxième dé est placé, on va faire la somme des 2 dés et ça va déterminer à quelle vitesse l'avion se déplace. Donc, par exemple, ici on a 11. On regarde 11, ça se situe où et ça va déterminer la vitesse de l'avion. Il y a 3 zones possibles pour déterminer la vitesse de l'avion. L'avion va bouger de 0, 1 ou 2 cases. Si la somme des dés est inférieure au marqueur bleu, donc dans l'exemple ici, si c'est 5 ou moins, donc la somme des 2 dés fait 5 ou moins, l'avion ne bougera pas, va rester sur place. C'est-à-dire que les réacteurs ne sont pas assez forts à ce moment-là pour faire avancer l'avion plus rapidement vers la piste d'atterrissage. Si la valeur des 2 dés additionnés se trouve au centre des 2 marqueurs, entre les 2 marqueurs, donc entre 6 et 9, eh bien, l'avion va avancer d'une seule zone. Donc, on va immédiatement, au moment où le deuxième dé est placé, avancer vers la piste, vers l'aérogare, ici, de une case, comme ça, en faisant descendre la carte. Et si la somme des 2 dés, comme dans mon exemple ici, dépasse le marqueur orange, donc 10, 11 ou 12 dans cet exemple-ci, eh bien, l'avion va avancer de 2 zones. Donc, par exemple, ici, on avancerait la piste de 2 zones, une zone et une deuxième zone. Et là, je vous rappelle que s'il y a un avion qui est là au moment où on doit avancer, eh bien, la partie est immédiatement perdue. Mais disons que dans mon exemple, c'était libre, une zone, 2 zones, tout est correct. Ici, on est encore correct. Il va falloir libérer cet avion-là rapidement en plaçant un dans la zone de radio. La dernière place, la dernière position où il faut absolument mettre des dés, je dis dernière, c'est pas dans l'ordre, mais plutôt dans mon explication, parce que comme j'expliquais, vous pouvez placer les dés où vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. C'est pour contrôler l'axe de l'avion qui va déterminer si l'avion tangue d'un côté ou de l'autre. Donc, vous allez placer à tour de rôle un dé ici, par exemple un 5, et par exemple, disons que j'ai un 6 ici. Et au moment où on place le deuxième dé, eh bien, on va vérifier la différence entre les 2 dés. Au lieu de les additionner ici, on va vérifier la différence entre les 2 dés. Et la différence va déterminer de quel côté l'avion va pencher. Donc, faisons un exemple comme ceci. Si on a placé la même valeur, eh bien, l'avion va rester sur place. 5 moins 5, ça fait 0. L'avion ne bouge pas. Mais si j'avais placé le 6 comme ça ici, ça veut dire que le 6 est plus grand de 1 par rapport au 5. Donc, l'avion va changer d'axe vers le dé le plus élevé. Par exemple, ici, de 1. Donc, 6 moins 5, 1. Ça tasse vers le pilote de 1, comme c'est ici. Donc, on s'en va à la prochaine petite flèche, comme c'est ici. Une autre façon de perdre la partie, à tout moment, si par exemple, ici, le joueur avait placé un 3 et l'autre joueur avait un 6, ça veut dire qu'il faut changer de 3 zones. Donc, 1, 2, et on se fout de la troisième parce que rendu là, dès que vous touchez au X, l'avion part en vrille et s'écrase. Donc, c'est une autre façon de perdre la partie. Si, dans un dernier exemple, le pilote avait placé un 2 ici et le copilote avait placé un 5 ici,
La différence est toujours de 3, mais cette fois-ci du côté du copilote. Donc, on va changer l'axe de l'avion de 3 vers le copilote. 1, 2 et 3. Donc, l'avion maintenant est dans l'autre axe. C'est ce qui explique toutes les zones où vous allez pouvoir placer les dés pendant une manche. Une fois que tous les dés ont été placés, la manche est maintenant terminée. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque joueur va récupérer ses dés derrière son paravent et l'altitude de l'avion va diminuer de 1. Donc, c'est ce qui fait avancer la manche. Par exemple, ici, on est rendu à l'altitude de 5000 pieds et on voit que le prochain premier joueur pour la manche suivante sera le joueur jaune ou orange, donc le copilote. Et une autre façon de perdre la partie, si vous êtes rendu ici et que vous devez avancer, la manche est terminée, donc vous avez perdu parce que vous n'avez pas rempli toutes les conditions d'atterrissage, vous n'êtes pas rendu à l'aéroport, vous n'avez pas mis les freins, donc à ce moment-là, après la 7e manche, la partie est perdue si vous n'avez pas fait atterrir l'avion. Je vous rappelle que si vous descendez l'altitude et que vous avez un jeton relance, vous prenez un jeton relance de la réserve et vous le mettez dans la zone des relances disponibles. Je vais avancer un petit peu la partie pour arriver à la dernière manche, mais juste avant, je vous explique une autre façon dans laquelle on peut perdre la partie. Si jamais vous faites avancer l'avion de, par exemple ici, 2 par rapport à la vitesse des réacteurs, la force des réacteurs, la vitesse de l'avion, donc on voit ici que 11 va me faire avancer de 2. Si vous avez fait 1 et vous devriez dépasser comme c'est ici l'aérogare, eh bien c'est une autre façon pour vous de perdre la partie. Mais lorsqu'on arrive à la dernière manche, c'est-à-dire que vous avez avancé, vous avez descendu l'altitude de l'avion jusqu'au sol et vous êtes rendu à l'aérogare sans avoir fait de collision avec les avions, donc vous avez libéré la piste. Il serait possible d'avoir encore un avion ici à libérer, mais disons que dans mon exemple, la piste a été complètement libérée, l'altitude est à 0, c'est-à-dire que vous êtes au sol, l'axe est parfaitement au centre. À ce moment-là, vous allez jouer une dernière manche qui va être la manche où vous allez devoir appliquer les freins. Donc, c'est très important. Je rappelle que si vous atterrissez, si vous êtes rendu ici à l'aérogare à l'altitude 0 et que l'axe n'est pas parfaitement plane avec le sol, eh bien, c'est une autre façon de vous écraser, d'échouer la partie. Donc, l'aile va toucher la piste et l'avion va s'écraser. Donc, il faut que l'avion soit absolument au centre au moment où on touche la piste, ici, lorsque l'altitude tombe à 0. Donc, comme j'expliquais, au dernier tour, vous allez avoir allumé tous les indicateurs, donc ouvert tous les trains d'atterrissage. Donc ici, le dé va avoir avancé de 1, 2, 3, pas le dé, mais plutôt le marqueur bleu va avoir avancé de 3 zones. Vous allez avoir ouvert tous les volets ici. Donc tous les indicateurs vont être au vert, ce qui veut dire que l'indicateur orange sera maintenant à 12 au maximum, ce qui veut dire que l'avion peut avancer maintenant uniquement de 0 ou de 1. Ensuite, vous allez avoir appliqué les freins, ce n'est pas obligatoire. Vous devez avoir appliqué au moins un frein parce que sinon l'atterrissage serait impossible, mais vous pouvez avoir appliqué entre 1 et 3 freins, comme ça ici, dans l'ordre. Donc, supposons dans mon exemple qu'on a vraiment bien géré l'atterrissage et que les 3 freins, les 3 indicateurs sont allumés. Donc, l'indicateur ici rouge de frein est à dépasser 6. Donc, ce qui vous restera à faire lors de cette dernière manche sera de gérer la vitesse des réacteurs. Et la vitesse des réacteurs devrait être une combinaison des 2 dés pilote-copilote et elle devrait être inférieure à la valeur de frein que vous aurez où vous serez rendu. Par exemple, ici, on est rendu à 6. Donc, la valeur de mes 2 dés totalise 6. Donc, je suis correct. 6 ou moins, si par exemple ça avait été 4 comme c'est ici, c'est correct, c'est en bas du marqueur rouge. Si on n'a pas appliqué tous les freins, le marqueur rouge ne sera pas à 6, il ne sera pas dépassé 6, en fait, il va être dépassé 4 comme ça ici. Donc, ça veut dire que le total des 2 dés devrait être 4 ou moins. Dans mon exemple, c'est encore valide, donc on aurait réussi à faire atterrir l'avion de façon sécuritaire en mettant les freins juste à temps pour ne pas foncer dans l'aérogare. Si vous avez appliqué un seul frein, eh bien, ça vous demandera ici une valeur 2 ou moins. Évidemment, il n'y a pas de moins, donc une valeur de 2, ce qui est beaucoup plus difficile et compliqué. Donc, il faudra que les 2 joueurs placent un 1 ici pour pouvoir atterrir correctement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appliquer tous les freins, mais moins vous en appliquez, plus l'atterrissage sera difficile. En fait, la finalité de l'opération d'atterrissage sera difficile ici.
Donc, c'est à vous de voir comment vous allez gérer. Et évidemment, si vous avez mis aucun frein, eh bien, l'atterrissage est impossible. C'est une autre façon pour vous de perdre la partie. Heureusement, dans cette dernière manche, vous aurez encore l'occasion de placer des freins dans l'ordre requis. Donc, qui vont vous permettre de pouvoir déplacer le marqueur ici et vous donner la place pour faire votre atterrissage final. Il y a deux cas particuliers dont je voudrais vous parler. Le premier est celui-ci. Vous êtes à une altitude de 1000 pieds et vous avez atteint l'aérogare. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas perdu la partie. Ça veut dire qu'il faudra attendre encore une manche comme ça ici. Et pendant les manches précédentes, vous ne devrez pas faire avancer l'avion. Donc, vous tournez un petit peu autour de la piste en amorçant votre descente. Donc, si vous faites avancer évidemment l'avion, encore une fois, vous allez perdre parce que vous allez dépasser l'aéroport. Mais sinon, si vous ne faites pas bouger, si vous ne faites pas avancer l'avion, vous allez être correct. Il s'agit juste d'attendre, de jouer des manches pour que l'altitude descende et que vous touchiez le sol. Par contre, à l'inverse, si vous touchez le sol et que vous n'êtes pas arrivé à l'aérogare, eh bien à ce moment-là, vous arrivez trop tôt et vous manquez la piste d'atterrissage, donc vous vous écrasez devant la piste d'atterrissage, dans le bois, juste avant, et c'est la catastrophe, vous perdez immédiatement la partie. Donc c'est très important de gérer l'altitude et la position que vous avez sur la piste d'atterrissage. Dans un monde idéal, vous essayez d'arriver les deux en même temps. Si vous avez réussi à faire tout ça, donc mettre tous les indicateurs au vert, appliquer les freins et avoir la vitesse de l'avion correctement, avoir un axe parfaitement plane, arriver à l'aéroport en même temps que vous touchez le sol, eh bien, félicitations, vous et votre coéquipier, pilote ou copilote, avez réussi à faire atterrir l'avion avec succès et les passagers applaudissent. Ils sont très heureux d'être arrivés à destination sains et saufs. Une fois que vous vous serez familiarisé avec les règles de base du jeu, que vous aurez fait atterrir quelques avions sur les pistes faciles, vous pourrez entamer votre processus de découverte des différents modules et augmenter la difficulté de vos parties. Tout d'abord, certains scénarios vont vous faire utiliser l'autre côté de la carte d'altitude. Vous verrez que ce côté-là sera un petit peu plus difficile parce qu'il y aura une relance de moins que vous obtiendrez. Mais sinon, c'est assez similaire. Par contre, vous aurez plusieurs pistes avec des difficultés croissantes allant du vert au noir, vert étant facile, jaune moyen, rouge difficile et noir très difficile. Il y en a des deux côtés, donc vous avez plusieurs scénarios pour vous faire la main. Sur chacune de ces cartes, ces pistes finalement d'atterrissage un peu partout à travers le monde, vous aurez des éléments différents. Vous aurez dans le haut certains modules à rajouter. J'y reviendrai un peu plus tard, mais vous aurez aussi des icônes sur la piste d'atterrissage et je vous parle de ça tout de suite. Par exemple, sur cette piste d'atterrissage, vous avez des dés noirs et des axes à respecter lors de l'approche vers l'aérogare. Voilà. Alors, les dés noirs, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez placer vos avions sur la piste tel que expliqué précédemment dans les règles de base, là où vous avez un icône avion un peu partout. Mais lorsque sur votre fenêtre d'affichage ici, vous avez un dé noir, eh bien, vous allez utiliser le dé noir qui est fourni dans la boîte. Vous allez le lancer et le chiffre que vous obtenez correspond à l'emplacement où vous allez ajouter un avion. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Dans cette zone-là ici, parce que j'ai roulé 5, je vais ajouter un avion. Il y a certaines pistes d'atterrissage qui vont vous demander de rouler plus qu'un dé. Alors à ce moment-là, vous roulez chacun des dés séparément et vous ajoutez un avion. Plus tard dans la partie, quand ça va faire ça comme ça va descendre et il va s'afficher un nouveau dé ici. Eh bien, tout simplement, on lance le dé et 1, 2, 3, on va placer un avion à l'espace correspondant à la valeur du dé. L'autre élément qu'on peut aussi rencontrer sur certaines pistes d'atterrissage, ce sont l'axe à respecter. Certaines pistes vont demander de faire une approche en tournant légèrement l'avion comme ça, en gérant l'axe. Eh bien, vous aurez cette icône-là ici avec les X rouges et les flèches vertes et noires. Ça correspond à l'axe ici de l'appareil. Donc, la flèche noire correspond à la zone de départ ici. Dans cet exemple-là, au moment où l'avion va arriver ici, sur la piste, donc ça va être affiché dans la fenêtre, l'axe de l'avion devra être dans les positions indiquées par les flèches vertes et noires.
Donc, dans cet exemple-là, il devrait être à cette position-ci ou cette position-là. Mais si l'avion se trouve dans n'importe quelle autre position où il y a un X rouge, eh bien, la partie est immédiatement perdue. Donc, par exemple, ici, ici ou ici, dans cet exemple-là, la partie est perdue. Si on arrive un peu plus tard ici, eh bien, les deux positions acceptables vont être comme ça ou comme ça. Évidemment, le X ici est toujours valide, c'est-à-dire que vous allez tomber en vrai si vous vous rendez jusque-là ou si vous le dépassez. Mais sinon, on rajoute une difficulté additionnelle. Dans le carnet de vol qui est fourni dans la boîte de jeu, vous aurez ici différents modules que vous pourrez ajouter à vos parties, ainsi que l'explication de chacun des scénarios, c'est-à-dire chacune des pistes d'atterrissage devient un scénario avec les modules à utiliser. Alors, chaque icône que vous trouvez ici sur les petits modules, vous allez les retrouver dans le carnet de vol et ça va vous expliquer quoi faire. Alors, je vous les explique un par un. Je vais commencer par les cartes compétences. Donc, si vous voyez sur votre piste d'atterrissage une étoile avec un chiffre à l'intérieur, vous allez prendre les cartes compétences, comme ça ici, et vous allez en choisir deux que vous allez utiliser pour la partie. Donc, vous allez les ajouter à votre partie et ce sera des règles additionnelles qui vont venir cette fois-ci vous aider et non pas vous nuire. Ça fait changement. Par exemple, ici, on a choisi s'entraider et s'adapter. S'entraider va permettre à chaque joueur à leur tour de placer un dé avec une valeur dessus, comme c'est ici, par exemple un 4 et un 2. Et les deux joueurs vont s'échanger ces valeurs-là. Le 2 va devenir le 4 et le 4 va devenir le 2. Pour s'adapter ici, ça va permettre à chacun des joueurs, une fois dans la partie, de tourner un dé sur la face opposée. Donc, un 1 devient un 6, un 2, un 5, etc. Donc, ça va vous donner des petits modules, des petites cartes, comme ça ici, compétences, pour pouvoir vous donner un coup de main pendant la partie. Vous aurez aussi le module kérosène. Donc, le module kérosène vient avec un petit indicateur que vous allez placer comme ça près du plateau principal à 20. Et vous devrez maintenant, en plus de gérer tous les autres indicateurs, gérer le niveau d'essence de l'avion. Si à tout moment le niveau d'essence arrive où le X, ici rouge, donc il n'y a plus d'essence dans l'avion, eh bien l'avion s'écrase ou manque d'essence et vous perdez le scénario. Donc une façon de plus de perdre le scénario. Comment faire pour gérer l'essence? À son tour, chaque joueur peut venir placer, n'importe quel joueur en fait, peut venir placer un dé dans la zone ici. On voit les deux couleurs bleu et orange. Donc un joueur peut prendre par exemple un 2 et venir le placer ici. À ce moment-là, ça va faire diminuer le kérosène de 2, tout simplement comme c'est ici. Si jamais aucun des deux joueurs ne décide de placer un dé pendant la manche au niveau du kérosène, eh bien à la fin de la manche en cours, le kérosène va diminuer de 6. Donc, on va tomber ici, par exemple, à 12. Donc, ça fait très, très mal de ne pas gérer ça. Si vous ne le gérez pas de la partie, c'est certain que vous allez manquer d'essence avant la fin. Donc, un petit module ici où on fait la gestion du kérosène. Ensuite, on a le module stagiaire qui vient avec un plateau ici et des jetons avec des chiffres dessus que vous allez placer au hasard sur la piste, ici, aux endroits correspondants. Et pendant la partie, chaque joueur devra travailler à entraîner le stagiaire. Vous devrez avoir entraîné complètement le stagiaire avant l'atterrissage, sinon vous échouez la mission. Comment entraîner le stagiaire? Eh bien, c'est simple, à son tour, vous pouvez prendre un dé, le joueur peut prendre un dé, et le placer dans sa zone correspondante, donc bleu ou orange, pour utiliser la prochaine valeur dans la piste de son côté. Donc, le joueur bleu va partir de ce côté-là et aller vers là, et le joueur orange va partir vers là. Donc, par exemple, si le joueur place un 2 ici, et que la prochaine valeur est celui-là, donc le joueur va prendre le 6 et devra utiliser le 6 comme s'il plaçait un dé de valeur 6 à quelque part. Ça peut être sur les moteurs, ça peut être au niveau de l'axe, n'importe où, la tour de contrôle, peu importe, mais ça doit être utilisé immédiatement. Le joueur orange, par exemple, pourrait venir ici mettre un 2 pour utiliser la prochaine valeur qui est un 4 et, par exemple, activer quelque chose. La seule chose qu'on ne peut pas faire avec les jetons stagiaires, c'est venir ici jouer avec le module de concentration. Il est donc impossible d'ajouter un café, comme c'est ici avec un module de stagiaire, tout comme il est impossible de modifier la valeur du jeton stagiaire avec un café ici.
Très important, donc avant la fin de la partie, tous les jetons doivent avoir été utilisés et le module stagiaire doit être vide, donc le stagiaire a été complètement entraîné. Si vous n'y parvenez pas, eh bien la partie est échouée. Il y a aussi le module des vents. Vous utiliserez alors l'anneau des vents ici, ainsi que l'indicateur d'avion à l'intérieur de l'anneau pour indiquer comment le vent va influencer sur la vitesse de l'avion. Donc, on voit ici la direction des flèches indique la direction du vent. Donc, actuellement, par rapport à notre avion, le vent pousse dans le dos. Donc, ça aura un effet favorable par rapport à notre vitesse. Cet indicateur-là va éventuellement bouger dans la partie et ça va faire qu'éventuellement, on va pouvoir le vent va être de côté ou pourrait même être de face. Donc, ça pourrait changer la vitesse. Quel effet ça a exactement sur la vitesse? Je vous explique. Lorsque les deux joueurs vont avoir placé leur dé sur l'axe de l'avion, donc un après l'autre, le deuxième dé va être placé, l'axe de l'avion va à ce moment-là changer comme dans les règles de base, c'est-à-dire ici on a 3 et 2, donc on a une différence de 1 en faveur du copilote, donc l'axe va changer vers le copilote comme ça ici. À ce moment-là, on va vérifier à combien de distance on est de la flèche noire. Donc ici, on est à une distance de 2. Et c'est ce qui va modifier l'orientation qu'on a par rapport au vent. Donc dans cet exemple-là, l'avion tournerait de 2 vers la droite. Donc 1, 2. Et à ce moment-là, on a toujours un vent de dos, mais moins fort. Donc on aurait une modification de 2. Une modification qui s'applique quand? Eh bien, les joueurs éventuellement vont placer leur dé dans les réacteurs ici et ça va déterminer la vitesse de l'avion pour savoir de combien de cases on va approcher sur la piste d'atterrissage. Par exemple, ici, on a une valeur de 7, donc normalement 7, on aurait un déplacement de 1, ça ferait ça comme ça ici, ça bougerait seulement que de 1. Mais comme on joue avec le module vent et qu'on a un vent favorable qui nous pousse dans le dos, on va ajouter 2 à la valeur des 2 dés. Donc, on aurait 5 plus 2 plus 2, on aurait un total de 9. Donc, 9, ça nous mène ici. Donc, maintenant, on aurait un déplacement de 2 au lieu de 1. Donc, si on n'a pas bien géré le vent, 1, 2, on vient de rentrer dans des avions, on vient d'échouer la partie. Donc, il faut s'assurer de bien gérer la force du vent qui va avoir une influence. C'est la même chose si l'avion est complètement tourné vers ici. Donc, on voit que là, les valeurs vont maintenant être négatives. Ce qui veut dire que, par exemple, si on a placé 5 et 1, ça fait 6, mais on est à un vent négatif de moins 3. Donc, 6 moins 3, ça fait 3. Donc, l'avion ne se déplacerait pas. Alors, c'est le module vent. Certaines cartes, certaines pistes d'atterrissage vont aussi avoir une icône ici comme un minuteur. Eh bien, la différence, c'est que chaque manche va se jouer en 60 secondes. Donc, on vous demande de trouver un minuteur, de lancer le minuteur au début de la manche et vous avez 60 secondes pour jouer vos coups. Tout comme vous pourriez avoir aussi l'icône de fuite de kérosène qu'on peut voir ici. À ce moment-là, au lieu de jouer avec l'essence, la jauge à essence ici régulière et de pouvoir placer un dé pour influencer la valeur ici de perte d'essence, il y a une fuite d'essence, donc il est impossible de placer un dé, donc vous pouvez bloquer l'espace tout simplement comme ça ici avec un jeton stagiaire du côté X. Vous ne pouvez plus placer de dé ici. Par contre, qu'est-ce qui va déterminer le kérosène qui va être consommé? Ça va être la différence entre les 2 dés que vous aurez placés ici sur les moteurs. Par exemple, ici, on a placé un 5 et un 2, donc la différence est de 3. À ça, on ajoute un plus 1 qui est toujours là, donc 3 plus 1, ça fait 4. Si on était à 14, on va tomber à 10. Donc, c'est toujours la différence des 2 dés qui ont été placés sur les réacteurs, plus 1. Et c'est ce que ça va vous coûter en kérosène pour la manche. Donc ça, c'était le module fuite de kérosène. Ensuite, on a le module frein à glace. Frein de glace plutôt. Donc, frein de glace va vous demander d'ajouter le petit module ici de frein que vous allez mettre par-dessus la zone de freinage ici. Donc, on voit les deux petites lignes jaunes qui vont s'aligner parfaitement avec les deux lignes jaunes. Vous allez mettre le petit marqueur rouge ici où est-ce que c'est indiqué que le petit marqueur rouge doit s'installer.
Et maintenant, à chaque manche, les deux joueurs vont pouvoir participer au freinage de l'avion sur une piste glacée, donc ça va être plus difficile. Donc, au cours de la même manche, on va vous demander de placer 2 dés de même valeur et de la valeur où est-ce que vous êtes rendu. Donc, vous voyez les flèches blanches ici. Donc, ça doit être fait toujours en ordre croissant de 2 à 5. Donc, on débute avec le 2. Ici, dans la zone du haut, seul le pilote peut venir mettre un dé avec la valeur correspondante, par exemple un 2. Et dans le bas ici, les deux joueurs peuvent venir mettre un dé, donc orange plutôt et bleu, mais d'une valeur 2, donc la même valeur, au cours de la même manche. Par exemple, le copilote pourrait prendre un de ces deux et venir le mettre ici. Si c'est fait au cours de la même manche, à ce moment-là, vous allez avancer le petit marqueur rouge comme ça ici. Et maintenant, vous êtes rendu à faire les 3. Donc, encore une fois, les joueurs devront venir placer 2, 3 au cours de la même manche. Et ça pourrait être le pilote qui place les 2 dés, puisque ici, c'est les 2 couleurs. Donc, ça ici, ce serait possible. À ce moment-là, le dé avance encore une fois de 1. Si jamais, au cours d'une manche, un seul joueur place un dé, comme ça ici. Par exemple, le copilote veut tenter d'appliquer les freins, il met un dé au 4 ici, mais l'autre joueur n'a pas le dé correspondant pour venir jouer ici. À ce moment-là, le dé sera perdu et le marqueur n'avancera pas. À la différence du frein classique, où vous n'êtes pas obligé d'appliquer tous les freins pour pouvoir remporter la partie, pour le frein de glace, vous devrez absolument apporter le marqueur jusqu'au bout de la piste. Et à ce moment-là, pour la dernière puissance de réacteur, ça va vous prendre 5 et moins pour la valeur combinée. Donc, par exemple, ici, ça pourrait être 3 qui est en bas de 5. Donc, on aurait réussi à appliquer tous les freins, à amener l'indicateur ici au maximum et à jouer une force de réacteur inférieure à 5. Et ce serait un succès. Dans tous les autres cas, ce serait un échec. C'est ce qui fait le tour de l'ensemble des options, des modules qui peuvent être ajoutés dans la boîte de base. Donc, je vous invite à parcourir l'ensemble des scénarios. Dans le livret de règles, vous allez voir que chacun des scénarios est expliqué avec un petit peu de connaissances sur les pistes en question. C'est très intéressant à lire. Donc, je vous invite à parcourir l'ensemble des scénarios et à augmenter les difficultés de vos parties au cours de chacune de vos nouvelles parties. Je vous explique maintenant le contenu de l'extension Turbulence. Donc, on voit ici le paquet de l'extension Turbulence dans lequel on nous annonce 20 nouveaux scénarios ainsi que des nouveaux modules. Plus précisément, on va retrouver 10 pistes approche, 2 pistes altitude, un plateau alarme, 6 jetons alarme, 6 jetons manchot. On nous a ajouté 2 interrupteurs ici au cas où vous auriez perdu certains des vôtres et bien sûr un livret d'instructions. Donc j'ouvre ça ici. Qu'est-ce qu'on a? On a évidemment des nouveaux scénarios, donc avec des nouvelles pistes d'altitude et des scénarios. J'en parle sous peu. On a aussi un plateau alarme, comme ça ici, ainsi que des jetons alarme et plusieurs jetons manchots, ainsi qu'un livret d'instructions. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le contenu du paquet d'extension. Donc, les manchots vont être utilisés ici près des avions. Le module alarme sur certains scénarios vont être utilisés. Je vous explique ça à l'instant. Tout comme dans le jeu de base, vous aurez dans le livret une explication de chacun des modules ainsi que le détail des scénarios pour savoir comment jouer chacun des scénarios. Et comme dans le jeu de base, chacun des scénarios est à difficulté croissante. Donc, vous aurez des verts, des jaunes, des rouges et des noirs, du plus facile au plus difficile. Et sur chacun des scénarios, vous retrouverez des marqueurs ici dans le haut qui vont vous dire quel module ou quelle contrainte vous devrez utiliser. Certains sont des modules que vous connaissez de la boîte du jeu de base. D'autres sont des nouveaux modules. Vous avez aussi 2 nouvelles pistes altitude, donc toujours en ordre croissant, A, B, C et D. Et vous aurez de nouvelles difficultés ajoutées sur ces pistes d'altitude-là. Je vous en parle immédiatement. Donc, par exemple, sur cette piste ici d'altitude, vous aurez un nouveau module qui est la visibilité réduite ici. Donc, lorsque vous serez dans une zone de visibilité réduite
eh bien, vous n'aurez pas le droit à vos 4 dés. À ce moment-là, au lieu de lancer vos 4 dés au début d'une manche, vous allez lancer seulement 2 dés. Ce sera vos 2 dés disponibles. Donc, chaque joueur fera de même 2 dés. Et lorsqu'un dé sera placé sur le jeu, eh bien, vous roulerez un autre dé dans votre réserve, ce qui vous donnera toujours 2 dés disponibles jusqu'à ce que celui-ci ait été placé. Ensuite, vous allez rouler l'autre dé et ainsi de suite. Donc, la visibilité réduite vous donne seulement que 2 dés accessibles à la fois, au lieu de 4. Si on tourne de l'autre côté, on aura des zones de turbulence, d'où le nom de l'extension, turbulence. Qu'est-ce qui arrive lors des turbulences? Eh bien, une fois qu'on va placer un dé dans un espace, on va relancer l'ensemble des dés qu'il nous reste. Donc, ça amène beaucoup plus d'imprévisibilité à la manche, puisqu'on peut plus difficilement prévoir ce qu'on va faire durant cette manche-là, parce qu'à chaque fois qu'on place un dé, peu importe le joueur, eh bien, on relance les dés qu'il nous reste derrière notre paravent, et on doit faire avec les nouvelles valeurs. Si encore plus difficile, vous traversez une zone à visibilité réduite et une zone de turbulence, eh bien là, vous avez la totale. Vous allez lancer seulement que 2 dés lors du début de la manche, comme habituellement. Lorsque vous allez placer un dé, vous allez relancer le dé qu'il vous reste, et vous allez ajouter un nouveau dé qui est lui aussi relancé. Donc, en plaçant un autre dé, vous allez relancer le dé, plus ajouter un dé additionnel. Donc, ça amène beaucoup plus d'imprévisibilité, de difficulté à prévoir ce que vous allez faire durant la manche. Donc, ça, c'est pour les 2 nouvelles pistes d'altitude. Maintenant, au niveau des scénarios, certains scénarios vont vous spécifier ici la piste d'altitude à utiliser et d'autres scénarios vont même vous indiquer de débuter votre altitude à 5000 pieds au lieu de 6000 pieds. C'est donc dire que vous aurez 6 manches au lieu des 7 manches habituelles. Si sur certains scénarios ou sur certaines pistes d'atterrissage, vous rencontrez un livre comme ça ici, c'est donc dire qu'il y a des règles additionnelles pour ce scénario-là, en plus des icônes que vous pourrez reconnaître. À ce moment-là, vous devez aller consulter dans le livre les règles particulières pour ce scénario. Si vous jouez avec un scénario qui comporte des alarmes comme ceci, vous allez prendre le plateau des alarmes et vous allez mettre au hasard les différents jetons alarmes sans regarder ce qu'il y a en dessous. Et à chaque fois que vous allez approcher sur la piste et qu'il y aura un indicateur d'alarme ici, vous allez tourner un jeton de votre choix, comme ça ici, et sur le tableau indicateur, il y aura maintenant une alarme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette action devient impossible à effectuer tant qu'on n'aura pas réglé cette alarme. Par exemple, ici, l'alarme indique que l'action des volets ne pourra pas être utilisée tant qu'on n'aura pas réglé cette alarme-là. Donc, pour régler l'alarme en question, il faudra placer le dé, le bon dé qui est désigné ici. Dans cet exemple-là, il faut placer un dé bleu avec une valeur 4. Donc, ce n'est que le pilote qui pourra le faire. Il pourra placer un de ses dés avec la bonne valeur sur l'emplacement ici. Et à ce moment-là, l'alarme est réglée. Tant que vous n'avez pas réglé l'alarme, vous ne pouvez pas utiliser l'action en question. Quel genre d'alarme on peut avoir à part ça? On peut avoir ici impossible d'utiliser les freins. Le copilote peut corriger cette alarme. Ici, on ne peut pas utiliser le module concentration. Ici, le copilote ne peut plus communiquer avec la tour de contrôle pour retirer les avions sur la piste. Ici, c'est la même chose, mais le pilote ne peut plus communiquer avec la tour de contrôle. Et finalement, ici, le train d'atterrissage ne peut plus être déployé tant que cette alarme n'est pas réglée. Donc, ça viendra ajouter un petit peu de piquant, un petit peu d'imprévisibilité à vos parties. Sur certaines autres pistes, on ajoute une difficulté supplémentaire et on appelle le module confiance totale. Quand vous allez voir ici un petit microphone avec un X, ça veut dire qu'au moment où vous atteignez cette case, comme c'est ici, donc ici on aurait une alarme qui se déploie, un avion ajouté à la piste, mais en plus de ça, on a le module confiance totale qui s'ajoute, c'est-à-dire que pendant cette manche, même entre les manches, aucune communication n'est permise entre les deux joueurs. Donc, ça devient très, très complexe. Il faut y aller à l'instinct. Finalement, je m'en voudrais de ne pas vous parler des magnifiques petits jetons manchots
qui ont été ajoutés dans l'extension. Donc, les petits jetons manchots vont être utilisés dans le cas d'un scénario bien précis qui se déroule en Antarctique. Et vous allez voir que ici, vous aurez des jetons manchots à mettre sur la piste. Et on va même lancer le dé. Et au lieu de mettre des avions, on va ajouter des manchots sur la piste. Comme c'est ici, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. C'est juste un petit clin d'œil au fait qu'on est en Antarctique. Donc, tout simplement remplacer les avions par des manchots. C'est ce qui fait le tour de l'ensemble des modules et scénarios dans l'extension Turbulence. Je vous retrouve pour mon avis final. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu SkyTeam? Eh bien, je dois avouer que c'est un excellent jeu sans détour. C'est un rare jeu qui se joue exclusivement à deux et qui est collaboratif. La plupart des jeux à deux vont être des jeux de duel, donc en confrontation. Eh bien, celui-ci, c'est un jeu vraiment collaboratif où on va jouer ensemble. Et c'est un jeu aussi super intéressant au niveau du thème et de la façon dont le thème est rendu avec les dés, le tableau de bord et toutes les difficultés qu'on va placer un peu partout pour rendre difficile de faire atterrir l'avion. C'est un jeu qui n'est pas facile à réussir. Les premières pistes sont quand même assez faciles. Vous allez prendre un petit peu d'habitude, vous allez vous améliorer, mais au fil des scénarios que vous allez essayer, vous allez voir qu'ils vont rajouter des difficultés, des éléments de plus, et vous allez toujours avoir l'impression de manquer de dés, de ne pas avoir suffisamment de dés, que la tâche est impossible, mais je vous garantis que ça a été testé et c'est possible. Parfois, ça va prendre plus qu'un essai, mais c'est toujours vraiment un défi, un challenge qu'on se lance à deux joueurs. J'aime beaucoup l'élément communication. Donc, on communique un petit peu avant la manche, mais pendant la manche, on ne communique pas. Ce qui, évidemment, ajoute à la difficulté et on veut être en symbiose un petit peu avec notre copilote. Donc, c'est super satisfaisant lorsqu'on réussit à faire une manche parfaite où on a réussi à aider l'autre joueur à placer ses dés, à placer les nôtres pour que ça fonctionne et qu'on puisse avoir fait progresser l'altitude, l'avancée vers la piste, tous les indicateurs au tableau de bord. Donc, c'est un jeu qui est très, très satisfaisant. Au niveau du matériel qui est fourni avec le jeu, j'aime beaucoup les paravents qui sont très efficaces, qui ont une belle forme, dans le sens où c'est pas seulement un petit paravent de deux côtés comme ça, mais c'est vraiment un paravent qui se referme comme ça, qui fait vraiment un enclos là, très bien fait. Et quand vous le rentrez du bon côté, donc pas ce côté-là ici qui va faire que le paravent va rentrer vers l'intérieur, mais lorsque vous le rentrez comme ça ici, il va très très bien tenir. Donc avec toutes les informations requises là, pour jouer votre tour, j'ai trouvé que les paravents étaient très bien faits, le tableau indicateur est très bien fait. Peut-être un petit bémol au niveau des jetons en carton pour les petits indicateurs qu'on va déplacer comme ça pour allumer les voyants. Sont très petits, c'est facile de les perdre. Disons que c'est moyen comme matériel. Par contre, de mon côté, j'ai imprimé des petits boutons en 3 dimensions qui viennent s'insérer sous le carton, donc qui vont rester en place, qu'on peut laisser là entre les parties. Donc ça, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est un ajout très intéressant si jamais vous connaissez quelqu'un qui a une imprimante 3D. Les dés, très bien fait, de 2 belles couleurs, c'est très facile à lire, de ce côté-là, pas de problème. Les petits avions sont vraiment super mignons. Le tableau de bord avec la piste d'altitude et d'atterrissage qui glisse à l'intérieur, c'est très très bien fait. J'aime beaucoup aussi que le plateau soit fourni, ne soit pas déjà précollé. Donc c'est vous qui allez devoir l'assembler avec des petits papiers collants. Peut-être que vous trouvez ça agaçant à faire, mais dites-vous que c'est un très, très gros avantage parce que ça va faire que le plateau ne gondolera pas. Souvent, avec les plateaux qui sont collés, précollés, sont collés en usine dans des conditions d'humidité différentes. Quand on les a à la maison, ils se mettent à gondoler, puis là, ben, c'est tannant parce que les jetons qu'on met, tout ça, ça bouge. Bon, ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Les petits indicateurs bleu, orange et rouge sont corrects, sont petits, mais ils font le travail. Une fois qu'ils sont insérés, ils ne vont pas se déplacer. Donc ça, c'est bien fait. Même chose pour l'axe, que j'ai trouvé aussi très bien pensé, bien exécuté. Au niveau de l'extension, le matériel qui est fourni dedans est correct, qui est correspondant à ce qu'il y avait dans la boîte de base. Donc, somme toute, je trouve que c'est un très beau matériel.
Je trouve aussi que le jeu nous en donne beaucoup. On ne s'est pas contenté de mettre 2-3 pistes, puis refaites ces pistes-là, puis réessayer de réussir à chaque fois. On a donné vraiment beaucoup de scénarios, que ce soit dans le jeu de base, où on a plusieurs pistes avec des difficultés croissantes, et il y en a qui sont vraiment difficiles, avec tous les petits modules qu'on a rajoutés, que ce soit le vent, le kérosène, le stagiaire. Je trouve ça vraiment le fun. C'est excitant de rajouter un module à chaque fois. Puis ça vient mettre un petit peu de crunchy dans votre partie. Même affaire avec l'extension de Turbulence dans laquelle on n'a pas lésigné encore là, 20 scénarios additionnels. C'est presque autant que dans la boîte de base, avec quelques petits modules. Il n'y a pas beaucoup de modules additionnels en carton, là, de matériel, mais je pense que ça vaut quand même le coup. J'ai beaucoup aimé le module, le plateau alarme. Ça vient rajouter un élément de tension. On en avait déjà beaucoup de tension, mais là, ça en ajoute encore une couche de plus. Mais je trouve ça le fun qu'au hasard, comme ça, il y ait une alarme qui se déclenche dans le cockpit. Oh merde, là, on ne peut plus enclencher le train d'atterrissage. Il faut absolument régler cette alarme-là. Je trouve que c'est bien pensé pour vrai. Ce que j'aime beaucoup du jeu, c'est justement que la mécanique du jeu colle vraiment de façon superbe au thème. On a vraiment l'impression de travailler ensemble pour réussir à faire atterrir l'avion dans des conditions parfois difficiles. Donc, somme toute, c'est un jeu que je trouve excellent et que je vous recommande fortement. Si vous jouez beaucoup à 2 joueurs et que vous êtes tanné de faire des jeux de duel, c'est peut-être une bonne façon de jouer ensemble pour une fois, de collaborer et d'essayer de gagner des parties. On peut quand même se chicaner un petit peu, là, des fois. « Ah, pourquoi tu n'as pas joué ton 4 là? Tu aurais dû jouer le 4 là. » Bon, des trucs comme ça. Mais généralement, ça se passe assez bien. Mais très, très beau travail. Un beau travail d'édition de Scorpion Masqué. Un gros bravo là-dessus. Un excellent travail aussi pour l'auteur du jeu, Luc Raymond. Franchement, c'est un jeu... ça vous prend ce jeu-là dans votre collection. C'est un jeu tout simplement fantastique. C'est ce qui fait le tour aujourd'hui de la vidéo sur SkyTeam. Donc, je vous ai expliqué les règles du jeu de base, de tous les petits modules qu'il y a dedans, les règles de l'extension et de ces modules. Je vous ai donné aussi mon avis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites un beau petit pouce en l'air pour me remercier. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on publie régulièrement des vidéos. Sonnez la petite cloche pour être averti lorsqu'on les publie d'ailleurs. Et laissez-moi des commentaires. Tiens, est-ce que vous avez joué à SkyTeam? Est-ce que vous avez aimé le jeu SkyTeam? Est-ce que c'est dans vos jeux préférés à 2 joueurs? Sinon, quels sont vos jeux préférés à 2 joueurs? Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et on se dit à la prochaine tout le monde. Au revoir.